Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Aide à la guerre en Ukraine, investissement dans l'intelligence artificielle, organisation de la sécurité pendant les Jeux Olympiques de Paris, autant de missions inédites face auxquelles l'armée de terre, va devoir s'adapter. Comment se prépare-t-elle aussi aux nouvelles guerres? Pour répondre à ces interrogations, un invité exceptionnel, Pierre Schill, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre et rare dans les médias pour des raisons évidente, mais hélas, la guerre est de moins en moins rare dans les médias. Vous qui êtes militaire, comment vivez-vous cette irruption depuis 2 ans, disons, depuis les débuts de la guerre en Ukraine, des conflits un peu partout dans le monde? Très clairement, compte tenu de la montée des conflits dans le monde, ma réaction face aux événements est celle de la préoccupation. Une préoccupation compte tenu des risques et des dangers qui montent, une préoccupation par rapport à mes devoirs et mes responsabilités au sein des armées de pouvoir proposer à notre pays des actions pour contrebattre la montée de ces risques. Et je crois profondément en la capacité d'action d'un pays tel que le nôtre et de sa responsabilité. Et puis finalement une réflexion sur la portée de ces modifications, et je crois très profondément que nous sommes en train de vivre une bascule d'ère stratégique. Quelques mots pour vous présenter, Pierre Schill. Vous êtes général d'armée, vous êtes Saint-Cyrien de la promotion Tom Morel. Tom Morel, c'est un maquisard mort aux Glières, puisqu'on commémorait les 50 ans. Que dis-je, les 50 ans Dimanche prochain, le président de la République sera aux Glières pour la commémoration des 80 ans des combats du plateau des Glières. Finalement, la première parcelle de France libérée cette année, 80 ans de la libération de notre pays, ça a commencé par les Glières. Donc effectivement, c'est un homme dont il faut se souvenir. Vous avez servi dans différents théâtres d'opération. Vous avez servi au Tchad, en Somalie et en ex-Yougoslavie, à Sarajevo. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces différentes opérations, Pierre Schill ? Ces opérations ont toujours été des expériences extrêmement marquantes. Vous savez, le propre de la carrière militaire ou du métier militaire, c'est de finalement parcourir l'échelle des responsabilités. Et un officier qui a un parcours tel que le mien, et même s'il arrive à la tête de son armée, a commencé en bas, dans les responsabilités opérationnelles. Et donc j'ai moi-même commencé en étant chef de section, c'est-à-dire de commander 40 hommes à Vannes dans les années 90, puis dans une compagnie, 150 hommes, puis dans des postes opérationnels et à la tête d'un régiment, 1000 hommes, d'une brigade, 9000 hommes. Et à l'occasion de ces passages dans les unités, ça a été les expériences les plus marquantes, au-delà de la formation, de l'entraînement, ont été les missions opérationnelles avec mes soldats. Ces missions, elles ont été donc extrêmement marquantes sur le plan humain et sur ce que ça apportait comme aboutissement d'un entraînement, mais aussi une forme de vision de l'intérieur du conflit, des zones de crise, avec une première conclusion très forte qui est la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix, dans un continent en paix, même si la guerre est revenue en Europe depuis 2 ans, et de pouvoir finalement peser sur notre destin. Et une deuxième conclusion, deuxième remarque, qui est finalement l'arbitraire de la force, et qui s'exerce sur les plus pauvres, les plus faibles, et dans les zones finalement dans lesquelles l'action de l'État, le contrôle des institutions est absent. Et encore une fois, tout l'arbitraire que cette force peut impliquer. Justement, dans ces différentes opérations auxquelles vous avez participé, donc le Tchad, la Somalie, l'ex-Yougoslavie, est-ce qu'il y a des opérations qui peuvent éclairer les conflits en cours, Pierre Schill ? Alors, je dirais à la fois oui et non. Ce qui est clair, c'est que, je vous le disais, j'estime que nous sommes en train de vivre une bascule stratégique. Cette bascule stratégique, elle peut, une de ses lectures est éventuellement de considérer que c'est une bascule sur 30 ans. Et finalement, la période qui s'est ouverte par la fin de la guerre froide et l'écroulement du pacte de Varsovie, 30 ans, est en train de se refermer et il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Ces 30 années ont été marquées par ce que les analyses stratégiques en France
France qualifiait de risque de la faiblesse, c'est-à-dire des États faillis ou moins contrôlés, des zones de non-droit qui permettent le développement de trafics, de déséquilibre démographique, de terrorisme qui accélèrent des migrations, notamment compte tenu de l'accélération des changements climatiques. Cette réalité a marqué les 30 dernières années et elle a marqué donc la plupart des engagements et des crises que vous avez décrites dans lesquelles j'ai été engagé, dans lesquelles les armées françaises ont été engagées. Cette réalité ne va pas disparaître. Néanmoins, compte tenu du retour de la guerre en Europe, de cette attaque russe en Ukraine il y a 2 ans, nous sommes finalement en train de vérifier, de constater que les menaces de la force, c'est-à-dire des États ou des organisations extrêmement puissantes qui se sont armées sous nos yeux pendant des années, ont décidé que l'usage de la force était un usage licite pour régler les différends entre pays. Est-ce que ces éléments étaient sous-jacents dans les opérations préalables que vous mentionniez? Oui, on en sentait les prémices. Aujourd'hui, cet usage de la force est désinhibé. Il est employé ouvertement, y compris par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est la Russie. Et donc, au-delà de la bascule militaire et géostratégique des conflits, c'est finalement une forme de contestation d'un ordre international que nous avions collectivement décidé de bâtir depuis la Deuxième Guerre mondiale autour du système des Nations Unies, du multilatéralisme, du règlement des conflits par le droit. Eh bien, c'est cette idée même qui est aujourd'hui contrebattue. Et donc, cette bascule stratégique que j'évoquais dans une perspective de 30 ans par rapport à la fin de la guerre froide peut presque être interprétée dans une perspective de 80 ans, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr que depuis, il y a eu des conflits très forts et très importants dans lesquels notre pays a été engagé, mais cette contestation du droit post-Deuxième Guerre mondiale, cette contestation d'une forme de suprématie supposée de l'Occident ou du Nord par un certain nombre d'acteurs du Sud ou de l'Asie, sont des remises en cause bien plus profondes. Pierre Schild, je vais vous poser la question directement, puisque vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. Le président de la République a évoqué la possibilité pour la France d'intervenir directement en Ukraine. Que voulait-il dire ? Alors, ce que voulait dire le président de la République, il l'a dit. Moi, en tant que militaire et chef d'état-major de l'armée de terre, je considère qu'il est de notre devoir impérieux, pour soutenir les décisions du président de la République et ses réflexions, de lui proposer un certain nombre d'options. Donc les termes du président de la République étaient qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine, ce qui peut revêtir de très nombreuses options. Il est clair que les militaires que nous sommes, et sous la direction du chef d'état-major des armées, qui est responsable des opérations, qui est le commandant de toutes les opérations, nous proposons au président de la République un certain nombre d'options possibles et jouables. Je pense que le fond de son propos, tel que je le comprend dans la perspective de l'évolution à la fois du conflit en Ukraine, de la recomposition politique possible à l'approche des élections américaines, des questions d'enjeux de souveraineté de notre continent, et la question de franchir une étape supplémentaire, une marche supplémentaire dans le soutien à l'Ukraine, par rapport à un soutien qui s'est développé et déployé depuis 2 ans et qui a amené ou qui a aidé à amener à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais l'évocation du fait que, oui, peut-être qu'une marche supplémentaire devra être franchie, de façon à marquer encore davantage notre volonté en appui des Ukrainiens, et peut-être d'appuyer ou de manière encore plus efficace ces Ukrainiens. Est-ce que ça veut dire que c'est le fait d'envisager d'aller combattre au sens premier du terme sur la ligne de front en Ukraine? Je ne crois pas que ce soit ce qu'a dit le président de la République. Enfin, je suis certain que ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République à ce stade. Est-ce qu'il y a déjà des militaires français en Ukraine, par exemple, pour aider les Ukrainiens à utiliser du matériel français ? En tout cas, il y a des militaires français au sein de la mission de défense, c'est-à-dire de notre représentation diplomatique à Kiev. C'est la partie... ce sont ces militaires que la France reconnaît avoir en Ukraine. Nous allons livrer des armes
à l'Ukraine. Quelles sont-elles? Est-ce que ça n'est pas aussi une manière de rendre notre armée plus démunie, Pierre Schill? Alors, toute action politique et toute action militaire est un compromis. Il est clair que aujourd'hui, dans l'analyse que nous faisons de ce conflit en Ukraine, il y a finalement deux tendances, une tendance de très court terme et une tendance de long terme. Dans la tendance de court terme, il est clair, et là aussi le président de la République l'a dit à multiples reprises, notre enjeu est que l'Ukraine ne perde pas ce conflit. Et donc il y a un enjeu et une urgence à appuyer ce pays dans sa guerre contre la Russie et contre l'envahisseur. Et puis, il y a un enjeu probablement de plus long terme pour ce pays de commencer d'ores et déjà à construire, et pour nous, de l'aider à construire ce que sera l'armée ukrainienne après ce conflit. C'est dans cette double perspective que finalement les dons et les aides qui lui sont apportés sont développés, et notamment à travers la coalition artillerie dont la France, avec les États-Unis, a pris la tête. Mais alors, justement, les commentateurs, là aussi, ont expliqué que les moyens de l'armée française étaient très faibles par rapport aux moyens de l'armée russe. Qu'en pensez-vous en tant que chef d'état-major de l'armée de terre? Les comparaisons nombre à nombre ont des limites. D'abord, nous faisons partie d'une coalition. Cette coalition, c'est l'OTAN. Et aujourd'hui, il n'y a pas de perspective que notre pays puisse être agressé par la Russie que vous citiez, sans que l'OTAN soit dans sa globalité agressée. C'est tout l'impact de ce fameux article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui appelle et qui engage, par lequel chaque pays s'est engagé à venir en aide à chacun des membres qui serait agressé. Donc nous sommes dans une coalition, nous ne sommes pas seuls face à la Russie. Deuxièmement, notre pays, et c'est fondamental, est un État doté. Nous avons la dissuasion nucléaire. Cette dissuasion nucléaire est destinée à nous protéger de menaces contre nos intérêts vitaux. Est-ce que des intérêts non vitaux peuvent être menacés directement? Oui, c'est clair. Est-ce que des intérêts non vitaux peuvent être menacés par le fait de nos alliances et du fait que nous sommes engagés à venir en aide à des alliés qui seraient agressés? Et là, je parle en Europe comme ailleurs. Oui, nous avons des accords de défense. Nos armées sont taillées aujourd'hui à la mesure de cette stratégie générale de notre pays, qui se veut une puissance d'équilibre, capable de peser sur les affaires du monde. On évoquera dans une vingtaine de minutes, Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, la façon dont cette guerre en Ukraine pourrait se poursuivre. Votre regard aussi sur le conflit au Proche-Orient. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Je l'ai dit, au cours de votre carrière, vous avez servi notamment au Tchad, en Somalie, en ex-Yougoslavie, et puis en 2012, vous avez fait partie de l'état-major particulier du président de la République, alors François Hollande. En quoi consistait cette mission, Pierre Schill? Qu'est-ce que vous avez appris sur la manière dont les politiques observent la guerre? Alors tout d'abord, vous venez de rappeler combien une carrière militaire classique est à la fois un parcours au sein des forces et puis des postes et des responsabilités finalement dans l'administration centrale, dans la formation des plus jeunes, etc. Et j'ai eu cette chance et cet honneur d'être désigné pour être à l'état-major particulier du président de la République, et j'y ai été pendant 5 ans, pendant le quinquennat du président François Hollande. Et en fait, j'étais l'adjoint du chef d'état-major particulier, le général Puga, puis l'amiral Rogel. C'est ce personnage qui est extrêmement important auprès du président de la République. Le président de la République est le chef des armées. C'est un élément qui est finalement consubstantiel à la fois à la Ve République, c'est né à ce moment-là, et à la dissuasion nucléaire, qui est née également à ce moment-là. Et finalement, ce président de la République, chef des armées, je peux témoigner, pour avoir été dans son environnement, qu'il est réellement chef d'État, chef des armées, au sens de... c'est une part importante de ses préoccupations. Il est tenu au courant des opérations de nos armées, et l'armée française mène de nombreuses opérations. Eh bien, le commandant des opérations, c'est le chef d'état-major des armées, directement sous les ordres du président de la République, et finalement, il y a besoin d'une courroie de transmission
entre le chef des armées et le chef d'état-major. C'est le rôle du chef d'état-major particulier. Alors ce chef d'état-major particulier a un rôle notamment dans la dissuasion nucléaire, le fait que le président de la République puisse disposer en permanence de l'outil de la dissuasion. Il a un rôle de remontée de l'information pour informer le président de la République sur tous les événements et lui permettre de prendre des décisions, et un rôle de courroie descendante pour donner les ordres aux armées. Ce que j'ai appris dans cet environnement, c'est d'abord combien dans un pays comme le nôtre, encore une fois, compte tenu de son ambition, de son statut, de son histoire, la dimension de l'outil militaire est primordiale dans l'ensemble des outils de la puissance et de l'action d'un pays tel que le nôtre, qui se veut une puissance d'équilibre et d'entraînement, à côté de l'outil culturel, économique, diplomatique et militaire. Et que cette préoccupation du président de la République à travers la conduite quotidienne des opérations militaires et plus largement de la diplomatie est une dimension importante de ses responsabilités, concrètement dans le temps qu'il y consacre. Et finalement, deuxième enseignement, c'est l'importance de l'information, d'avoir la vérité de façon à pouvoir évaluer la situation et prendre les bonnes décisions. Bien sûr, la prise de décision ne suffit pas finalement à réussir après à mettre en œuvre, en direction la machine et à obtenir les résultats, mais il est clair que la bonne appréciation de la situation, le pouvoir de prendre la décision de manière autonome et souveraine est primordiale. Et notre pays, c'est une des grandes caractéristiques aussi de notre pays et qui explique finalement les difficultés ou les enjeux qu'il a par rapport à d'autres, c'est cette question de l'autonomie de décision. Le président de la République française a une autonomie très forte dans ses décisions, et il y a un certain nombre de nos partenaires en Europe notamment qui ont décidé de ne pas avoir cette autonomie, ou plus exactement qui comptent sur les alliés, notamment alliés américains, pour avoir cette appréciation. Ce fait que nous voulions avoir cette autonomie d'appréciation et d'action, dans le domaine de la dissuasion, j'ai déjà dit, mais dans un certain nombre d'autres domaines, c'est quelque chose qui coûte cher. Qui coûte cher parce que cette autonomie, elle est précieuse, elle doit être conquise, et le président de la République doit pouvoir être certain, dans un certain nombre de domaines, qu'il a la vérité pour pouvoir prendre la bonne décision. Pierre Schill, votre homologue israélien, le chef de l'état-major israélien, a reconnu une grave erreur, je le cite, après la mort de travailleurs humanitaires à Gaza. J'aimerais votre regard sur ce type de drame. La guerre et les conflits, et vous me posiez tout à l'heure la question sur ce que j'avais appris dans les opérations dans lesquelles j'ai été déployé, est un déchaînement de violence énorme. Le contrôle de l'action, y compris des forces les plus performantes dans ces situations, est extrêmement compliqué. Et donc, de toute façon, pouvoir garantir la perfection de l'action militaire, c'est impossible. Dans la situation particulière de Gaza que l'on connaît, avec la notion de combat en zone urbaine, de population présente de manière extrêmement dense, une des parties du monde les plus densément peuplées, multiplie les risques de ces imbrications, du fait d'outrepasser les limites de la force pour aller vers la violence. Et là, je ne me prononce pas sur les questions du droit de la guerre, hein, qui sont aussi fondamentales dans ce conflit. Il y a une question de droit à aller à la guerre, et il y a une question de règles et de droits, de règles à exécuter et à tenir pendant la guerre et le conflit. Ce qui est clair, c'est que c'est un drame. Ce qui se passe à Gaza, est-ce que ça vous rappelle, du point de vue de la stratégie militaire en zone urbaine justement, ce que vous avez vécu à Sarajevo ? Tout à fait. Tout à fait. À Sarajevo, avec des échelles complètement différentes, évidemment. Sarajevo, il s'agissait d'un siège. Et finalement, là aussi, à Sarajevo, il y avait des composantes parmi les plus qui venaient du fond des âges. On fait le siège d'une ville pour la conquérir. On fait le siège en faisant peser sur la population la famine, la violence, pour qu'elle oblige les défenseurs à capituler. Et les défenseurs obligent la population à résister, à ne pas se rendre, à souffrir pour tenir le siège. Et donc ce côté des populations prises en étau,
entre les agresseurs et les défenseurs, c'est finalement la réalité des sièges depuis le fond des âges. Et aujourd'hui, notamment dans ce qui se passe à Gaza, encore une fois, avec toutes les limites de la comparaison, il y a là la quintessence de ce qu'on peut imaginer des combats en zone urbaine. Là aussi, compte tenu, de la population, de la configuration du terrain, avec ces espaces souterrains immenses qui ont été construits, ces infrastructures de défense par le Hamas en préalable à son attaque du 7 octobre. Le fond des âges. Je découvrais la une du journal La Croix ce matin qui évoquait la construction de tranchées en Ukraine pour se protéger donc des lignes russes. C'est une étrange chose que cette guerre qui se déroule entre des tranchées, donc ça nous rappelle évidemment la guerre de 14-18, et puis des moyens plus modernes comme par exemple les drones. Qu'est-ce que ça change en matière de stratégie militaire, Pierre Schill, vous qui êtes chef d'état-major de l'armée de terre? Alors effectivement, ce que nous observons en Ukraine et dans les autres conflits, avec la prudence qui s'impose de la proximité temporelle de ce que nous observons et de l'ensemble du halo d'informations et d'interprétations qui est mis autour de ces combats par les deux belligérants, parce que la question de la guerre de l'information, de l'influence, qui a toujours existé là aussi, mais qui aujourd'hui est déployée de manière bien plus importante compte tenu des nouvelles technologies de l'information, nous appelle à être prudents. Mais néanmoins, ce que j'en déduis, et nous avons un devoir d'observer très précisément ces conflits pour justement préparer les conflits suivants, c'est la coexistence et vous venez de réemployer le terme du fond des âges, de permanence qui viennent de très très loin sur la rusticité, les combats dans les tranchées, les combats de corps à corps, avec une dimension là aussi d'information qui surmultiplie. Un certain nombre de soldats ont une GoPro sur leur pare-balles pour montrer ensuite sur les réseaux sociaux comment ils égorgent ou ils tuent à proximité immédiate leur ennemi, les bombardements, etc. Donc un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement, finalement, qui sont des permanences du combat au sol, avec cette permanence ultime qui est « je veux soumettre la volonté de l'adversaire » et cette volonté, je peux la soumettre in fine que parce que je soumets ses forces, sa jeunesse, sa population, son armée. Et la coexistence d'évolution, de modernisme extrêmement importante et extrêmement vigoureux. Les drones, la guerre électronique, la guerre de l'information, les tentatives de contournement des deux adversaires les uns après les autres. Phénomène, par exemple, qui vient de se développer depuis quelques mois sur le front en Ukraine, c'est ces drones, ce qu'on appelle FPV, c'est-à-dire des drones qui sont pilotés en casque de réalité virtuelle, qui ont fait un bond en termes d'efficacité sur le front. On estime aujourd'hui que près de 80% des destructions, y compris de chars, sont opérées des deux côtés par ces drones. Il y a 4 mois, ils étaient absents du front. Et donc actuellement, il y a une lutte, une montée de l'innovation de façon à pouvoir contrer ces phénomènes. Voilà. Je pense que ça, c'est une réalité des guerres qui viennent. Permanence de facteurs de continuité, et notamment sur cette question de la volonté et à la fin de la lutte au sol pour soumettre l'adversaire, et l'exploitation de tous les champs du possible. Dès lors qu'un champ s'ouvre à l'activité humaine, c'est malheureusement un champ qui s'ouvre à la guerre humaine. Est-ce que les drones rendent l'aviation caduque? À quoi ça sert de livrer des F-16 si on a des drones qui peuvent détruire des chars, Pierre Schill? En fait, la victoire ou les possibilités de victoire seront offertes à celui qui saura utiliser et combiner de la meilleure des façons l'ensemble de la gamme des capacités. Les avions tels que vous, les plus modernes, les F-16 que vous mentionnez, ne sont pas du tout dans le même champ que les drones, pour différentes raisons. Mais une première raison est que finalement le champ de bataille, dans la bataille se mène à la fois au contact, c'est-à-dire au contact entre les troupes, mais aussi dans la profondeur, et y compris dans la grande profondeur. Les chasseurs dont vous parlez, F-16, pourraient, idéalement, et pourront, on l'espère, pouvoir percer les défenses antiaériennes russes pour aller mener une campagne dite stratégique, c'est-à-dire neutraliser, détruire des objectifs dans la grande profondeur, de façon à casser l'outil de production et les bases de la puissance militaire russe
sur l'arrière les dépôts logistiques, les postes de commandement, les terrains d'aviation, etc. Tandis que les drones dont nous parlons, notamment les plus petits drones, y compris des drones achetés dans le commerce et bricolés, vont à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de l'autre côté de la tranchée, dans la tranchée adverse. Et évidemment, il y a toute une gamme de drones dans la continuité entre ces deux extrêmes. Donc, les drones ne remettent pas en cause l'aviation, mais c'est un élément complémentaire dans la panoplie. Et à contrario, il est primordial de développer des défenses qui puissent couvrir l'ensemble de la panoplie, de défense contre les chasseurs les plus puissants aux petits drones du commerce qui peuvent être utilisés soit par inadvertance, soit avec une intention maligne. Alors chaque pays a sa spécialité, notamment les pays européens, les pays de l'OTAN qui apportent leur aide à l'Ukraine. Nous, on est particulièrement compétents en matière d'artillerie. Pierre Schill, on a livré des canons César. Pourquoi est-on à ce point compétent en artillerie? À quoi ça sert l'artillerie sur un théâtre d'opération comme l'Ukraine? L'artillerie, c'est là aussi une des capacités détenues par les forces terrestres et à détenir par les forces terrestres, de façon à ce qu'elles soient combinées avec les autres capacités, ce qu'on appelle les capacités de contact, infanterie, cavalerie, les autres capacités d'appui, le génie, c'est-à-dire qui peut ouvrir la route ou faire des barrages pour faire de la contre-mobilité, et les éléments de soutien, c'est-à-dire de logistique, de transmission, de maintenance, c'est-à-dire réparation. Et c'est bien la combinaison, ce qu'on appelle interarmes, de toutes ces capacités qui permet d'apporter une puissance militaire et surtout une puissance militaire qui s'adapte aux différentes situations. L'artillerie, traditionnellement, a été une force et un savoir-faire particulier de la France. Napoléon, officier d'artillerie, le canon de 75 pendant la Première Guerre mondiale. Et cette artillerie, nous l'avons déployée et nous l'avons employée en opération tout au long de nos dernières opérations, en Afghanistan, en Irak. Et nous avons une excellente artillerie. Cette excellente artillerie, ça n'est pas le canon, ça n'est pas la munition, c'est la combinaison de nos capacités d'observation, de systèmes de commandement qui sont capables d'envoyer des coordonnées d'objectifs de manière extrêmement précise, de stations météo qui évaluent les vents en altitude, de qualité de fabrication de nos obus, de qualité de nos canons, de la rapidité de leur mise en place, etc., du savoir-faire. Ça, c'est un savoir-faire global que nous avons. Et donc, dans le soutien à l'Ukraine, nous avons proposé d'être leader sur cette capacité à apporter aux Ukrainiens, pour apporter des équipements, obus canons, mais aussi pour apporter sur la construction de l'armée de terre ukrainienne un peu plus de long terme, ce savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne et de combinaison de l'artillerie et des autres capacités. Mais alors, on l'a bien compris dans votre discours, Pierre Schill, l'importance dans ce type donc, de conflit, c'est la combinaison des différentes armes. Mais alors, la Russie a aujourd'hui beaucoup de difficultés à utiliser son aviation. Il n'est pas véritablement possible pour elle de les déployer. Si on prend la Seconde Guerre mondiale, notamment à l'Est, elle a été notamment en prise avec d'énormes batailles de chars. Il n'y a pas d'importantes batailles de chars aussi importantes, je veux dire, que ce qui s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale. Et on a l'impression d'avoir un front gelé aujourd'hui, alors qu'il pourrait être encore plus gelé si l'Ukraine met à bien cette construction de tranchées. Comment peut-on imaginer l'issue d'un tel conflit? Qu'est-ce qui pourrait faire basculer dans un sens ou dans un autre ce conflit en Ukraine? Alors, tout d'abord, je me permets de revenir sur votre perception du conflit. Je pense qu'au contraire, le conflit en Ukraine a montré au cours des 2 années passées combien, dans les phases successives, finalement, c'était telle ou telle capacité, tel ou tel type d'arme qui avait eu le dessus. Combien, initialement, finalement, les masses blindées mécanisées russes ont semblé devoir submerger le pays. Combien les unités d'infanterie extrêmement mobiles avec des systèmes anti-chars ukrainiens ont réussi à neutraliser ces masses blindées mécanisées, combien la logistique avait manqué dans cette phase initiale, combien les hélicoptères ont failli permettre aux Russes de saisir les aéroports au nord de Kiev, et combien finalement des missiles solaires portés à l'épaule et quelques armes ont réussi, en détruisant les premiers hélicoptères, à empêcher cette affaire-là, combien après le front a semblé se stabiliser, combien à ce moment-là les Ukrainiens ont réussi à mener une contre-attaque blindée dans la profondeur pour complètement bouleverser le front,
Et puis combien, finalement, le front, depuis, s'est installé, avec l'importance de l'artillerie, vous le mentionnez, mais aussi l'importance du génie, avec des milliers, des millions de mines déployées de part et d'autre, de formidables ouvrages de défense, etc. Donc, méfions-nous de l'interprétation à un moment donné du conflit de telle partie des armes sert ou ne sert pas. Évidemment, l'aviation aujourd'hui, manifestement, n'arrive pas à pénétrer les défenses solaires adverses et donc est cantonnée à son territoire. Comment les choses peuvent évoluer? Très difficile à dire. En fait, il n'y a pas d'histoire écrite. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau le plus élevé, au niveau stratégique, aujourd'hui, manifestement, l'appareil de production russe s'est mis en route de manière très importante pour produire de la quantité, même si c'est en qualité réduite, et essaye de submerger, de faire monter la marée pour pouvoir à terme submerger les défenses ukrainiennes, probablement non pas pour reconquérir l'Ukraine, mais au moins pour conquérir les oblasts de l'Est. Est-ce que les Ukrainiens, qui sont maintenant passés en défensive, vont réussir à les bloquer? Ce qu'on voit aussi dans le conflit au cours des derniers temps, c'est combien la défensive l'emporte sur l'offensive. Et qu'il y a un avantage à défendre parce que, justement, on se met dans des lignes de défense. Maintenant, ce que je crois profondément, c'est que l'intelligence tactique, l'intelligence des chefs et stratégique peut changer le cours de la bataille. Il y a tellement d'exemples dans l'histoire de l'humanité dans lequel celui qui était le plus faible numériquement l'a emporté grâce à l'agilité de sa manœuvre, éventuellement au contournement, au pouvoir toucher dans la stratégie, dans la profondeur de l'adversaire, que tout est possible. Et c'est pour ça que aujourd'hui, indépendamment de cette montée de la marée russe sur le plan stratégique et de ses capacités, nous croyons et nous devons continuer à croire que nous pouvons soutenir les Ukrainiens et que, d'un point de vue stratégique, ils peuvent ne pas perdre. L'armée française est-elle prête pour un conflit de ce type, Pierre Schill? Alors l'armée française ne sera jamais complètement prête. Aucune armée ne sera prête à rentrer directement dans un conflit. Maintenant, ce qui est clair, c'est que si jamais ce soir, par malheur, il y avait une déflagration au niveau mondial ou en Europe, les soldats français, les soldats de l'armée de terre répondront présent. Ils défendront leur pays avec toute leur force et toute leur force du moment. Est-ce que dans 4 ans, dans 5 ans, nous serons plus prêts parce que nous sommes aujourd'hui dans une loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, pour laquelle notre pays consacre des ressources importantes, 413 milliards d'euros sur ces 6 prochaines années. Nous serons davantage prêts parce que nous aurons reconstitué ou constitué des stocks de munitions, des munitions encore plus élaborées, acquis de nouveaux équipements qui sont en train d'arriver. Oui. Mais il n'empêche que ce qui est très clair et ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que, quoi qu'il arrive, ce soir, avec toutes nos forces, nous devons pouvoir partir. Et oui, parce que l'une des spécificités de votre carrière, c'est que vous avez vécu le moment qu'on appelait le moment de la RGPP, où on diminuait les forces militaires, où on considérait que l'armée ne devait pas servir à l'aménagement du territoire, c'était un terme de Nicolas Sarkozy, et la période actuelle où, au contraire, les investissements sont repartis, mais repartent-ils suffisamment vite? Est-ce que nous pouvons combler, sinon le retard, du moins la pause qui a été faite, Pierre Schill? Alors, vous savez que le président de la République, au cours de son premier quinquennat, a fait porter par le gouvernement une loi de programmation militaire, dite loi de programmation militaire de réparation, qui était déjà une loi de programmation militaire avec des ressources en croissance. Et que, pour son deuxième quinquennat, le gouvernement a porté et a été adopté en août dernier une loi de programmation militaire de transformation pour remonter en gamme. Est-ce que nous avons réparé et est-ce que nous allons réparer complètement au cours de cette période l'ensemble des manques qui ont pu être créés précédemment? Probablement pas. Il y a une question de vitesse à laquelle les choses remontent. Mais il n'empêche que les ressources qui sont consacrées sont importantes. Après, chaque citoyen peut avoir son évaluation sur le montant de ses ressources et compte tenu de la situation économique générale de notre pays, de l'importance des différentes priorités de l'État. Il n'empêche qu'une fois que ces ressources ont été arrêtées, mon rôle en tant que chef d'état-major de l'armée de terre au sein des armées et au sein du ministère, c'est d'avoir le meilleur emploi de ces ressources. Aujourd'hui, le meilleur emploi de ces ressources qui a été décidé pour nos armées en France, c'est une armée équilibrée, c'est une armée polyvalente. Alors, bien sûr, on pourrait dire petit mais bien,
au sens où nous voulons avoir la totalité des capacités. Est-ce que, pris de manière échantillonnaire, chaque domaine est suffisant? Là aussi, on peut y réfléchir, mais je pense que cette cohérence globale, elle est primordiale et c'est le cœur de ce que nous faisons. Je ne peux pas terminer cet entretien sans avoir votre regard sur les autres missions de l'armée, notamment de l'armée de terre, les Jeux Olympiques, la menace terroriste avec des soldats qui patrouillent dans nos villes. Est-ce bien raisonnable? Est-ce le rôle de l'armée? Oui. Oui, je considère que l'armée de terre doit se préparer à ce qui pourrait être le risque majeur et qu'on a évoqué comme le retour de la guerre en Europe, un engagement majeur en coalition au sein de l'OTAN. C'est clair. Les missions que l'armée de terre et les armées ont remplies au cours des 30 dernières années, plutôt des missions de prévention et dans les environnements de l'Europe, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, dans l'océan Indien jusque dans le Pacifique, ça va demeurer. Et l'engagement des armées sur le territoire national, c'est majeur. C'est très important, ça fait partie des missions des armées. Pour des questions de défense éventuelle, de protection, de contribution à la résilience de la nation, mais aussi d'esprit de défense, pour faire en sorte que dans 20 ans, on continue à avoir des jeunes qui choisissent de servir dans les armées. Aujourd'hui, l'armée de terre recrute 15 000 jeunes par an. Nous sommes une armée en flux, 130 000 hommes, 15 000 jeunes par an qui nous rejoignent. C'est finalement pour des carrières qui sont des carrières d'évolution. Nous aurons besoin, dans 20 ans, de continuer à avoir des jeunes Français qui sont prêts à défendre leur pays. Merci beaucoup, Pierre Schill, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. Merci à vous.